Bonsoir, merci beaucoup Henri, merci Tanguy et merci à toute l'équipe de nous avoir conviés pour ce moment qui est un moment artistique mais qui va aussi vous emmener dans les chambres des patients et vous faire un voyage avec nous, un voyage musical, artistique, un voyage quand la musique rencontre le soin et de quelle façon elle peut prendre soin aussi bien du patient, du soignant, que du proche, de l'aidant et des familles. Donc cela fait maintenant plus de 25 ans que je promène mon violoncelle dans des EHPAD, dans des centres de soins palliatifs et également auprès des grands autistes. Et mon violoncelle chante toutes les musiques. Le violoncelle, c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine. Et le pansement Schubert, c'est cette aventure extraordinaire d'un violoncelle qui sort des salles de concert pour un temps et qui va rentrer dans des lieux de soins. Et ce n'est pas un concert à l'hôpital, ce n'est pas une animation, mais c'est quelque chose que j'essaie de définir depuis toujours, puisque depuis toute petite, j'ai cette intuition profonde que la musique apaise, la musique stimule, la musique relie aussi ceux qui sont en présence dans la souffrance, mais aussi dans la joie. Et je mène actuellement à l'hôpital plutôt Rive-de-Seine, où je travaille en tant que membre de l'équipe pluridisciplinaire, donc une violoncelliste soignante, membre d'une équipe de soins. Je travaille sur une étude qui s'appelle Souffle musical et souffle de vie, souffle de fin de vie. On s'est rendu compte, mon violoncelle qui chante dans les chambres, que l'instrument vient traverser le corps malade, le fait vibrer et semble rejoindre une part non malade de la personne qui parfois est dans les dernières heures de sa vie. Mais ce que nous avons remarqué dans cette étude du souffle et ce que je remarque depuis toutes ces années passées en soins palliatifs, c'est que la musique vient réveiller aussi le souffle du patient quand il n'a plus de mots pour communiquer. Et donc, dès que le violoncelle chante, et dans plus de 85% des cas, puisqu'on en a fait des études cliniques et le plus scientifique possible, eh bien, on assiste à une amplification de la respiration thoracique du patient qui est soit dans le coma, soit à vigilance réduite, soit parfois sédaté, et qui est pour les familles qui sont auprès de lui, qui n'ont plus de mots pour communiquer avec lui et qui parfois en souffrent profondément, un signe, une attestation de sa présence au monde. Les patients non vigilants réagissent par une amplification très impressionnante, comme s'il ne leur restait plus que le souffle pour dire qu'ils sont là. Toute mon expérience donc de musicienne soignante, eh bien, elle a commencé, vous allez le voir, puisque ce pansement Schubert, c'est un jour la radicale diminution de la douleur d'une patiente résidente, démente, agressive, à l'écoute de Schubert. Et à partir de cette expérience spontanée, nous avons mis en place, avec le docteur Jean-Marie Gomas, pendant de nombreuses années à l'hôpital Sainte-Périne à Paris, une étude clinique, prénommée pansement Schubert, qui a essayé d'observer ce qui se passait quand un violoncelle chante dans une chambre d'hôpital au moment de soins douloureux, toutes sortes de soins, pas seulement des pansements, mais des toilettes, des ponctions, et ce qui se passe quand il n'y a pas le violoncelle. Donc la base d'une étude comparative. Et nous avons observé avec des paramètres cliniques précis, les positions algiques, des échelles de valeur, donc vraiment une étude sur 5 ans avec 112 pansements Schubert observés. Nous avons pu conclure, donc je vous la fais courte, nous avons pu conclure que la musique, la présence de la musique vivante dans la chambre du patient diminue la douleur et l'anxiété, mais la douleur de 10 à 50%. Donc bien sûr, le violoncelle ne remplace pas la morphine, mais c'est un complément et au contraire, la morphine permet au violoncelle de venir apaiser, de venir relier les personnes en présence. De toutes ces années que j'ai passées donc à la fois auprès de grands autistes, avec le merveilleux personnage d'Howard Buten que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai travaillé pendant 6 ans, il y a de cela 25 ans, donc auprès de très grands autistes, et Howard Buten qui est à la fois le clown Buffo, mais aussi l'écrivain célèbre de Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, mais également un grand psychologue clinicien de l'autisme, lui, artiste, rêvait d'un monde pour les autistes, un monde où l'art aurait une place centrale. Et quand il m'a fait cette confiance extraordinaire de m'inviter
Et j'ai joué pour ces enfants extraordinaires, ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète, disait Howard. Je paraphrase le titre d'un de ses livres. Et il disait que c'était à nous les autres, ceux qui n'étaient pas autistes, eh bien, de nous rendre suffisamment intéressants à leurs yeux, de mériter leur attention et d'être à leur hauteur. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce guide extraordinaire qu'a été Howard Butten pendant toutes ces années. Je suis ensuite allée promener mon violoncelle dans des EHPAD. Et là, j'ai pu faire l'expérience de la capacité transformatrice de la musique sur des personnes qui souvent n'avaient plus de mémoire, qui étaient parfois grabataires. J'ai monté 10 spectacles, des spectacles d'art total, où il y avait à la fois le violoncelle, le chant, les maracas, les crécelles, les tambours. Et donc les déments grabataires se sont retrouvés des artistes, des chantres, des ménestrels. Et ils étaient au cœur de ces spectacles où nous avons mêlé à la fois la danse, avec des foulards, et également le chant, et également la peinture, puisque nous avons traversé les saisons et nous avons peint toutes les saisons, et également parfois peint des légions d'honneur chez des résidentes démentes, très agressives, qui, à la peinture, pendant 1 an de sa légion d'honneur, a retrouvé non seulement l'estime d'elle-même, mais également l'estime des autres. Car les magnifiques pouvoirs de l'art qui sont connus depuis le début de notre humanité, et que les Grecs ont analysé, qui sont le pouvoir expressif, le pouvoir d'entraînement, le fait que la musique nous fait bouger en cadence, puisqu'elle meut à la fois les armées, mais qu'elle endort aussi l'enfant, et puis aussi le pouvoir relationnel qui est si important dans mon travail de musicienne soignante, ce qui va s'instaurer à travers la musique dans un triangle qui est à la fois celui du soignant, du patient, de la musicienne thérapeute, mais également du proche. Puisque vous allez voir, puisque nous allons vous emmener, nous allons vraiment vous emmener avec nous en voyage dans les chambres des patients. Et les proches qui assistent et qui sont même très bienvenus quand je joue pour les personnes en fin de vie, eh bien les proches parfois font des expériences qui vont bien au-delà d'un moment de musique, comme a verbalisé un patient récemment en disant « On m'avait parlé d'un moment de musique, mais je suis né une 2e fois ». Donc il y a une expérience de revigoration existentielle extrêmement profonde. Et quand le violoncelle vibre et vient chercher en quelque sorte ce qui en nous est intact, c'est peut-être le grand message du pansement Schubert, c'est que la musique s'adresse à la partie vivante, à la partie saine de la personne, même si elle est malade, même si elle ne se souvient plus du nom de sa fille, et elle la rejoint, elle la réanime. Et elle permet pendant quelques secondes peut-être d'éternité, peut-être elle l'oublie après, mais pendant ces secondes-là, la personne est entièrement présente dans toutes les dimensions de son être. Et le pansement Schubert, c'est attester que cette capacité d'émerveillement aussi bien de la personne malade ou handicapée que du proche qui est près d'elle, eh bien cette capacité d'émerveillement subsiste, quel que soit le degré de vigilance, quelle que soit l'avancée de la pathologie et quels que soient également les troubles cognitifs. Donc finalement, je me promène dans des lieux où la mort est présente, mais bien sûr, mon violoncelle n'enlève ni la mort, ni la maladie. Bien sûr, je ne guéris personne. Il n'enlève pas non plus la souffrance existentielle. Il n'enlève pas, bien sûr, toutes les douleurs. C'est un complément thérapeutique dans une prise en charge globale. Mais pourtant, ce violoncelle qui va chanter maintenant pour vous, car je ne vais pas être trop longue dans les paroles, je vais laisser l'instrument et aussi les paroles poétiques de ce chemin, eh bien, le violoncelle peut quand même apporter la joie par sa vibration et aussi parfois donner sens. Et dans une des études cliniques que j'ai menées en 2015 avec le professeur Donatien Mallet, nous avons analysé à travers les paroles que prononcent les patients en soins palliatifs à l'écoute du violoncelle. Donc j'ai vu à ce jour plus de 2000 patients. Nous avons analysé 450 paroles qu'ont prononcées les patients. Que disent-ils quand le violoncelle chante dans leur chambre? Eh bien, il y a des grands mots phares que l'on retrouve et qui sont tout d'abord le mot de vibration. La vibration de l'instrument, les vibrations de 2 cordes, la mise en résonance d'un instrument avec les vibrations profondes,
intérieure de chacun. C'est peut-être ça le pansement Schubert. Le mot joie est très présent. La joie rentre par-ci, la joie rentre par-là. Le mot cœur est central. Ça me rentre dans les jambes, ça me traverse le corps et ça vibre dans mon cœur. Et puis l'autre mot qui est magnifique aussi, je vous le laisse découvrir. Vous allez voir qu'à travers notre chemin, nous allons comme vous prendre par la main. Et ce n'est pas seulement d'aller voir les patients qui sont en fin de vie et également les familles. Parce que les familles, à l'écoute de la musique, parfois vivent des moments très transformateurs. Et il y a un mois, à l'hôpital Rive-de-Seine à Puteaux, je me souviens d'un fils qui m'a dit « Mon père est incapable de pleurer ». Ma mère est en fin de vie, mais mon père ne peut prononcer aucune parole, il est dans un déni total et il ne sait pas pleurer, il ne parle jamais de cette situation. Moi, évidemment, je prends son comme on dit, je n'analyse rien. Je suis venue dans cette chambre et j'ai commencé à jouer justement ce que vous allez entendre au début, qui est l'Adagio d'Albinoni. Et cet époux a commencé à pleurer. Et je dirais qu'il n'a pas commencé à pleurer, mais qu'il est devenu sanglot. Il est tombé par terre en pleurs. Et il a pleuré pendant 1 heure. Et moi, j'ai joué pendant 1 heure. Et à l'issue de cette séance, où parfois je me demandais, est-ce qu'il faut laisser ces larmes couler? Eh bien, ces larmes, vous allez le voir, sont souvent qualifiées de consolantes, de cathartiques et de purifiantes. Et à l'issue de cette séance incroyable, il a dit au médecin, quand le violoncelle a chanté, j'ai compris une chose, c'est que mon épouse allait mourir. Elle était dans le coma depuis 5 jours, il l'a compris à ce moment-là. Et la deuxième chose que j'ai compris, plutôt la deuxième chose qui est venue à mon esprit, c'est que je lui ai autorisé à partir. Eh bien, quelques heures plus tard, son épouse est décédée. Et ils étaient dans une telle joie et dans une telle paix. Voilà, il y a des moments de ce type qui arrivent, et il y en a beaucoup. Et ce soir, vous allez voir que nous allons traverser un peu à rebours le livre du pansement Schubert, puisque le pansement Schubert, c'est la mise en mots de toutes ces expériences. Nous allons commencer par tous ces merveilleux patients à qui je garde une immense reconnaissance, puisque c'est un partage. Ce n'est pas du tout à sens unique. Je reçois largement au centuple toute cette joie et cette circulation de joie qui ne repousse pas la détresse et qui ne nie pas, évidemment, qui ne gomme pas le tragique de nos existences et des existences que je croise, mais je suis à côté, je ne maîtrise pas, nous ne maîtrisons pas la mort, mais nous pouvons être à ses côtés et croire que la vie existe et reste entière jusqu'au bout. C'est ce que mon instrument qui chante pour les grands démons, Alzheimer ou autres, pour les personnes autistes qui parfois retrouvent le regard qui se plante ou retrouve l'usage parfois de la caresse au lieu d'avoir la griffure, ou de ces personnes en fin de vie et douloureuses dont la douleur diminue objectivement, mais qui en plus reçoivent quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'allègement et qui probablement est un mystère. Voilà. Donc, merci d'être là pour ce moment très particulier qui n'est pas une lecture en musique, mais qui est vraiment une promenade à travers tout ce que la musique peut aller toucher chez les personnes malades, mais aussi chez leurs proches, chez leurs aidants et chez leurs familles. Merci. Mon violoncelle qui chante
au chevet de ceux que l'on nomme autistes profonds, résidents d'EHPAD, patients d'aimants, malades douloureux et en fin de vie, n'est pas un divertissement agréable, une simple consolation ou même un apaisement transitoire des douleurs. Les vibrations du violoncelle touchent, enveloppent, traversent le corps malade, le transpercent, l'envahissent. La maladie grave est une expérience du délogement de soi. Elle assaille le corps, enchaîne les pertes successives, elle conteste à la personne son pouvoir d'agir. Elle la laisse dépourvue, étrangère à elle-même, sans demeure stable et identifiée. La musique vivante est un éclat de vie transformateur, une irruption salvatrice. Elle arrache le cœur dormant et fait surgir un élan. Elle convoque le noyau profond en nous, inaltéré et rayonnant, malgré le morcellement de la maladie grave, malgré la démence, la douleur et la mort. La musique est vie. Les vibrations de l'instrument s'entrelacent avec le noyau du cœur, lieu ineffable, soudainement réanimé. Mouvement de vie bondissante, unité dans le corps rompu. La musique s'offre entièrement à celui qui dit ne pas la connaître. Elle parle à l'intelligence du cœur. Avril 2012, Paris, EHPAD Corian, Jardin d'Alésia. Les feuilles du grand chêne devant les fenêtres de l'EHPAD tremblent de lumière dans la clarté du printemps. L'étage des 21 résidents d'aimants est protégé, ascenseur codé. Dans un coin, une femme hurle et se débat. 2 infirmières s'agitent autour d'elle, la maintiennent fermement pour l'empêcher de tomber de son fauteuil, tout en parant ses attaques. Lorsqu'elle cesse de crier, elle tente de les mordre. La plaie de son bras droit est purulente. Les infirmières doivent absolument refaire le pansement de Madame Kessler. Je ne peux deviner son visage caché par le profil des infirmières, aux sourcils froncés, aux gestes tendus. Je ne sais ce qui me pousse à m'arrêter devant elle. Je m'assieds et je joue le thème de l'andante du trio Opus 100 de Franz Schubert. Il se passe 3 secondes à peine, 2 mesures peut-être, et son bras se détend. Il s'abandonne d'un coup. Les cris cessent, le calme revient dans la pièce. Je peux alors observer son visage, au regard étonné, à ses lèvres une ébauche de sourire. C'est plus qu'une surprise, comme un prodige. Je vois les infirmières sourire et à leur tour, et l'une d'elles rit même, et elle me dit « Il faudra revenir pour le pansement Schubert ». Le pansement Schubert,
L'expression est née ainsi et elle est restée par la suite. Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel. Je suis confronté pour la première fois à l'évidence d'un résultat de soulagement radical d'une personne douloureuse. La même semaine, je reviens 2 fois pour accompagner le pansement de Madame Kessler avec des résultats identiques. Il n'y a pas d'autre manière de soulager sa douleur. Je joue pour elle le thème de l'andante du trio opus 100 de Franz Schubert. La lumière sur son visage est si intense qu'elle irradie la pièce, les infirmières et moi-même. Dehors, le chêne aux larges branches en reçoit lui aussi abondamment. C'est du moins ce qu'il me semble quand je le salue en partant. Quand 1 an plus tard, à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne, sur plus d'une centaine de patients en fin de vie, je mets au point le protocole du pansement Schubert, une étude clinique sur la contre-stimulation musicale lors de soins potentiellement douloureux. Le médecin-chef du service a cette formule. 10 minutes de Schubert égale 5 mg de morphine. Il y aura Schubert, mais aussi Bach, Mozart, Beethoven et bien d'autres, des airs de Piaf, de Clo-Clo, de Johnny, mais aussi des chants juifs, arabes, africains, du flamenco, du gospel, du pop, du rap et même du métal. En 5 ans, 112 pansements Schubert se succèdent, accompagnent différents soins infirmiers, certains fluides et légers, d'autres graves et difficiles, mais tous quasiment soulagent et apaisent les personnes malades, leurs familles et les soignants. Il y a la ponction de Monsieur D, chambre 409, qui chante « My Way » en chœur avec les infirmières. Ce matin-là, son ventre ballonné qui semble sur le point d'exploser se détend, se vide sans douleur. Il y a des jours où quand même ça vaut le coup, hein. Il y a quelque chose à quoi s'accrocher. J'apprends alors que toutes les musiques peuvent être bonnes et même belles. Il y a le shampoing douche de Madame D, chambre 410, atteinte de sclérose latérale amyotrophique, qui, bien que ravie par le prélude de la Valkyrie de Wagner, se gêne au cours du soin. Dites donc, pas discret, hein. Après avoir roulé des vocalises dignes d'une diva wagnérienne. Oh là là, c'est cocasse quand même, hein. Toilette intime et grand opéra, oh là là. Je fais alors l'expérience de la proximité entre pudeur et éclat de rire. Il y a la toilette sur chariot-douche de Madame H, une jeune patiente tout juste arrivée du Togo. Elle chante l'Ave Maria de Schubert, les 2 mains jointes et le visage rayonnant de lumière, comme tourné vers son âme. C'est une élévation, dit-elle. Tout ce qu'il me faut, un bout de ciel. J'éprouve alors la musique comme une prière.
Il y a le pansement de Monsieur T, chambre 405, dans les derniers instants de sa vie. Et son épouse, assise derrière moi, qui me souffle à l'oreille ses pièces musicales bien-aimées. Elle, qui n'est plus autorisée à faire la toilette de son époux, renoue avec les gestes qu'elle prodiguait à la maison à travers le flot de la musique qu'elle oriente à sa guise. Je vois les sons sous mes yeux se transformer en caresses tendres, touchés ultimes et bienveillants. Il y a le pansement festif de Monsieur H, chambre 401, quand au rythme d'une bossa nova, le binôme infirmière-aide-soignante se met à danser avec le patient qui swing au fond de son lit. Ah, heureusement qu'il y a encore la musique pour nous sauver, hein. Et vos cheveux sont si beaux aussi. On notera, aujourd'hui, le violoncelle était comme un gazilorant. Le fou rire nous a tous gagnés, patients compris, ambiance détendue. Monsieur H a dansé avec ses pieds. Je saute de joie, et le cœur en fête, dans cette irruption de joie partagée, rythmée et tellement sensuelle. Il y a la pose du pouce-seringue électrique pour injonction morphinique de Monsieur M, chambre 405. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal, moi. Moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Le violoncelle qui chante touche le patient, son fils et son petit-fils, et les bercent ensemble. Ils pleurent, tous trois, collés les uns aux autres, comme une statue figée que la souffrance aurait pétrie. Je sais que la musique ne peut pas grand-chose. Pour eux, dans leur peine et sans fond, pourtant, elle les apaise étrangement. Tous le sentent. J'apprends que la mort et l'amour roulent dans les mêmes eaux profondes. Il y a Monsieur C, qui se délecte en écoutant L'été indien de Jodassin. À la question de l'infirmière « Je vous fais mal ?» il répond « Mais enfin, taisez-vous, j'écoute !» En fin de soins, il confie au soignant « Oh, c'est doux, ça me fait du bien. » Là, je suis parti loin. Hein. Je prends part, comme à chaque fois, à l'invitation au voyage. Il y a le pansement de Monsieur R, qui, me voyant, prend un air soucieux et tâte son pyjama. J'ai pas de liquide, moi, ni de carte bleue, je suis désolé. Et rassuré à l'idée que ma proposition ne lui coûtera pas un sou, c'est comme tu veux. Moi, j'ai tout mon temps. Hein. Allez, vas-y, la musique. Et puis, charmé. Mais dis donc, chérie, on n'était pas au concert ensemble? Toi, blonde comme tu es, tu viens pas de Turquie, non? Je pleure de rire au fond de moi et je le remercie.
a Madame J, qui, à l'écoute du violoncelle, se met à pleurer en disant « Ah, ce que c'est beau, c'est magique !» Elle joue bien, la petite pianiste, hein? Et un peu plus tard, « Bon, vous pouvez pas baisser le volume de cette radio, s'il vous plaît, monsieur? Et puis, en toute fin de soin, « Bon, vous pouvez pas éteindre là, parce que j'en ai vraiment assez. » Je sors, pianiste virtuose, métamorphosé en poste de radio éteint. Il y a Madame F, qui se met à danser, couchée sur son lit, avec sa couverture rouge vif de l'hôpital. Elle la soulève délicatement entre ses deux doigts, comme on soulève une robe de bal, et elle commence à virevolter à la façon viennoise. Une belle robe s'impose. Vous avez l'air si contente, Claire. Ça doit vous faire du bien, non? Ça vous réjouit, dites donc, de jouer pour moi, hein? Ça fait plaisir. Ça doit vous faire drôlement du bien. Je comprends que la musique fait éclore parfois les paroles des déments scintillantes de justesse. Il y a Madame A qui réclame de l'aigu. Ah putain, mais qu'est-ce que tu joues bien! Putain, mais c'est trop grave tout ça. Lorsque je joue, elle m'observe de ses yeux troubles, les lèvres gonflées, le visage gris, et elle m'exhorte de sa voix rauque. Ah, je voudrais une musique qui monte là, tu sais, qui monte jusqu'au soleil. Ouais, c'est ça, putain, vas-y, ouais. C'est ça que je voudrais, moi. Dans le soleil, ah, je serais capable de dire aux autres ce que je pense. Ah ouais, vas-y. Ah, et bravo, bravo, le soleil. Vas-y, putain. Ah, là-haut, dans la lumière, je me sens quelqu'un. « 2016, Paris, unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne. Je me suis soulevé au-dessus de ma maladie. Quand vous jouez du violoncelle, je me sens plus malade. Non, c'est pas ça. Quand vous jouez, je ne suis plus malade. Je sens en moi la joie et la vie. » Monsieur Kumba parle lentement, la respiration courte, le cou raide rentré dans les épaules, ses yeux rient dans son visage sombre. Monsieur Kumba, 65 ans, c'est un ancien boxeur, reconverti en agent de sécurité, videur de boîte de nuit. Il peut encore bouger les mains. Chaque fois que je lui rends visite, la musique le transfigure et lui inspire des paroles qu'il prononce comme un vieux sage des temps anciens. Ah, Claire, Claire, c'est une expérience d'éternité, un réveil du corps, puissant. Ce que vous donnez reste en moi et magnifie la vie. Ça me fait remonter le passé, tiens. Garder espoir. Pas lâcher, hein. Continuer à se battre. Ah, je sens la vie, hein. La vie jusqu'au bout. Je ne lui pose jamais de questions. Monsieur Kumba veut toujours entendre « Non, je ne regrette rien » d'Édith Piaf. Il retire son masque à oxygène et le souffle court, le visage radieux. Il chante avec moi en balançant la tête de droite à gauche sans jamais me quitter des yeux. Ah, je suis sur le ring là, hein. J'ai la force de me battre. Hein. C'est un miracle, vous savez, le miracle de l'amour et de la musique. Mon grand ami
Marcel Cerdan a tout reçu, lui, la gloire et l'amour. Mais Dieu lui a tout retiré. Il serre, l'une contre l'autre, ses puissantes mains si douces, des mains de poids lourds, où se perdent les miennes quand je le salue. De tous les malades que j'ai côtoyés, il est sans doute celui qui a su formuler avec le plus de justesse la singularité du moment musical dans une chambre d'hôpital. Un temps nourricier, ni présent, ni futur, ni passé, mais tout cela mêlé. Monsieur Rivière, 70 ans, teint grisâtre, geste lent, bafouille, s'excuse. Je suis un culte, moi. Il souffre d'un cancer œsophagien métastasé. Il observe attentivement mes doigts sur les cordes du violoncelle. Son regard est doux et amer, perdu dans des pensées insaisissables. Il lève soudain les yeux vers moi. Je suis le même homme que celui qui était dans son berceau il y a quelques années. Comme c'est étrange. Ça me touche. Je connais pas, moi, tout ça, mais je sens. Sa femme sanglote à côté de lui. Ne vous inquiétez pas, mes larmes me consolent, me nettoient. Elles me font du bien. Elle ne le quitte jamais. Elle dort près de lui sur un lit de camp. Maintenant, il doit faire de grands efforts pour ouvrir les yeux et prononcer le moindre mot. Ça me remplit entier. C'est nouveau en moi. Ça redonne de la vie à mon âme. Je n'ai plus de main pour applaudir, mais mon cœur applaudit. La veille de son décès, M. Rivière offre une dernière phrase à sa femme. C'est son ultime cadeau aux portes de la mort. Ça continue de vivre, même quand ça s'arrête.
Monsieur l'oiseau n'a pas de visite. Lorsque je passe la porte de sa chambre, il m'accueille avec un sourire de soulagement. Joue-moi quelque chose d'apaisant parce que la nuit a été terrible. Il écoute sobrement, assis en tailleur sur son lit. Oh, je suis couvert de chair de poule. Il prend ses jambes dans ses mains, se ramasse sur lui-même. Il poursuit comme pour lui seul. C'est comme si la musique me donnait les moyens de faire en sorte que quelque chose jaillisse. Tu vois, pas forcément partant de soi, mais comme une force de l'extérieur. Comme si la musique ne s'adressait pas seulement à une personne, mais à plusieurs. C'est dingue ça, non? Un partage possible. Tu comprends, Claire? En fait, c'est ma souffrance qui veut jaillir. Tu m'offres un chemin pour sortir du sentiment d'être ligoté, une porte de sortie. En revenant la semaine suivante, je le trouve gravement altéré. Il est étendu sur son lit, sous un masque à oxygène. Il est inconscient depuis la veille. Ses bras reposent sur sa poitrine. On dirait qu'il attend calmement. Pourtant, quand je lui joue les premières notes de Forêt, sa respiration s'amplifie massivement. Le tempo, d'après un rêve, s'accorde à son souffle qui s'élargit peu à peu. Je suis entré dans le rythme de sa respiration. Son souffle se mêle au chant de mon instrument. Il n'y a plus dans la chambre que nos deux respirations qui s'accordent mystérieusement sur la mélodie. Pulsation commune. Quand je m'arrête de jouer, je constate que ses bras sont couverts de chair de poule. Après un rêve. C'est notre dernier dialogue. Il meurt le jour même, 1 heure, à peine après que j'ai quitté sa chambre. La musique est résonance. Elle s'insinue, offre des échos, établit des correspondances, multiplicité des sons, diversité des émotions. Elle rejoint la personne malade dans la variété singulière de son vécu. La musique accepte l'hétérogène avec fluidité. La chair de poule atteste la présence au monde jusqu'au bout de la vie. La vie à l'état pur, aux portes du grand ciel.
Ce jour-là, c'est le fils de la patiente, un homme d'une 50aine d'années, qui me reçoit dans la chambre. Il me choisit une chaise. Non, pas la chaise roulante. Non, non, pas le fauteuil avec des accoudoirs. Pas trop loin de la lumière. Non, 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 pas trop près des toilettes. Surtout, le plus près possible de ma mère, finit-il par dire, la voix étranglée. Madame Adélaïde a 91 ans. Cancer en phase terminale, sous morphine. Elle ne réagit plus. Debout, la tête appuyée contre le mur, son fils pleure. Il semble incapable de détacher les yeux de sa mère. Ma mère a toujours baigné dans la musique. Mon père, lui, était aquarelliste et peignait en écoutant Bach. Alors, ça prend là, hein, ajoute-t-il en posant la main sur son cœur. Il faut jouer encore du Bach. Madame Adélaïde se met à respirer de façon nettement plus ample. Ah, si elle entend, là, ça doit lui faire chaud au cœur. Ah oui, elle entend. Il me regarde pour la première fois et paraît tout rajeuni. Oh, merci. Merci de m'avoir permis de faire chaud au cœur de maman. Elle n'est plus en détresse maintenant. Vous lui avez donné une voix. La semaine suivante, une femme est postée devant la porte. Furieuse, elle me bloque l'entrée. Je m'éloigne, nonchalamment. Le frère surgit de la chambre comme une tornade. Ma sœur est opposée au violoncelle, mais surtout, n'en tenez pas compte, je vous en supplie, venez jouer Bach. S'ensuit un déferlement de violence verbale dont je ne connais pas l'enjeu. Je me glisse par la porte et m'installe sur la même chaise. Le chant du violoncelle recouvre de velours les cris du couloir. La musique jaillit dans un bruit d'ailes vers les hauteurs. Elle tourne lentement dans l'air au parfum d'hôpital. Les cris se sont tus. Le frère et la sœur entrent dans la chambre l'un après l'autre. Madame Adélaïde amplifie progressivement sa respiration. Tous deux le constatent. Peut-être ne lui reste-t-il que le souffle pour leur dire qu'elle est encore là. On dirait que Bach les a saisis, les a un peu secoués. Il ne leur fait pas la morale, il leur fait juste entrevoir une infinie délicatesse, beaucoup plus forte que leur colère. C'est étonnant comme les sons éclairent parfois. Madame Beauchamp, patiente de 62 ans, porteuse d'une bactérie multirésistante, souffre d'un syndrome parkinsonien associé à une atrophie cérébrale multisystématisée. Pour pénétrer dans sa chambre, j'enfile une blouse en tissu bleu léger et un masque. Me voilà transformé en violoncelliste scaphandrière, excepté les gants, justesse instrumentale oblige. La rigidité de ses membres et de son cou me saisit.
Elle se tient comme un vieil arbre sec dont le tronc et les branches auraient été tordus par une tempête violente. Elle est totalement paralysée. Ses yeux sont grands ouverts et secs, comme des pierres brillantes. J'aperçois dans cet éclat une fraternité de vivant à vivant. Nous devenons amis en un instant. Elle est entièrement présente dans la souffrance infinie de sa fin de vie. Elle me répond en clignant des paupières. Une fois, oui. 2 fois, non. Un clignement de l'œil pour le violoncelle, un pour la musique classique, un encore pour quelque chose de doux, un dernier clignement pour une cantate de Jean-Sébastien Bach. Il se produit un infime ébranlement, à peine perceptible. Ce sont les paupières qui tremblent d'abord. Et puis, tout à coup, un torrent explose de ses yeux secs, comme le flot jaillissant d'un barrage rompu. C'est terrifiant. Et si je lui faisais mal? Je décide d'aller jusqu'au bout. Les larmes coulent sans se tarir et trempent ses joues et son oreiller. Puis elle s'apaise, peu à peu, comme les premières éclaircies au sortir d'un orage. Ses yeux sont emplis de clarté, silencieuse délivrance. Vous avez aimé? Un clignement. Voulez-vous que je joue encore pour vous? Un clignement. Encore la même. Un clignement. Son époux s'est joint à nous. Chaque jeudi, ils attendent la violoncelliste scaphandrière. C'est beau, dit-il, mélancolique. On dirait sa voix. Il est bouleversé, lui aussi, et lui caresse sa main. Ça va là où il faut. Ma femme m'est revenue. Le violoncelle est une voix humaine. La musique de Jean-Sébastien Bach, la voix du ciel. Il n'y a aucune différence entre ces deux voix quand elles chantent à l'unisson, penchées au-dessus de son visage, si beau. Il y a parfois des moments d'éblouissement, des fragments d'étoiles traversant le jour, des morceaux de ciel, comme des petites îles rafraîchissantes. Mars 1997, Saint-Denis, Centre Adam Shelton, Institut médico-éducatif pour jeunes autistes. Je joue pour Paul.
Qu'as-tu fait, Paul? Paul! Un coup terrible. C'est le violoncelle qui a explosé. La table de l'instrument est brisée par un coup de poing sec. C'est une sensation indescriptible, une violence inouïe. Jamais de ma vie, même dans mes pires cauchemars, je n'avais imaginé un violoncelle exploser ainsi sur ma poitrine. J'ai le cœur décapé. Je me sens très seul tout à coup. C'est pas grave, Paul. Je vais continuer. La partie gauche de la table de l'instrument est en lambeaux, mais le chevalet et les cordes n'ont pas bougé. Le violoncelle n'est même pas désaccordé. Paul, un jeune autiste du centre Adam Shelton à Saint-Denis, est assis en tailleur et promène sa main dans la fracture, dans la béance de l'instrument éclaté, comme une caresse potentiellement dangereuse, voluptueuse. Quatre mois après cette première rencontre avec Paul, je me risque à jouer à nouveau le prélude de la 5e suite de Bach. Après 3 mesures, un nouveau de coup de poing sur l'instrument. Le trou de la table s'est encore élargi à l'extrême, mais les cordes n'ont pas lâché. Il ne reste qu'1 millimètre de bois près du chevalet. Le violoncelle est blessé à mort. Paul plante pour la première fois son regard dans le mien. Nous ne bougeons plus ni l'un ni l'autre. Il me sonde à l'infini, fasciné, regard croisé, regard planté. Jamais plus je n'ai joué pour lui le prélude de la 5e suite de Jean-Sébastien Bach. Et jamais plus Paul n'a frappé le violoncelle. La musique est danger. Les peurs noires envahissent le cœur et le sang. Il est des peurs sans nom tellement elles sont abominables. Il est des peurs anciennes qui immobilisent. Même les sons amis doivent les laisser à leur place. Il ne faut pas les déranger. Elles font semblant de dormir. Elles pourraient se réveiller et nous tuer d'un coup de croc. « 1996, Paris, Auditorium du Louvre. La première fois que je rencontre Howard Butten, c'est lors d'un colloque art et médecine. Enfin, rencontrer, c'est un bien grand mot. La file pour le saluer est longue. La seule phrase qui me reste de son intervention avec cet accent américain bien à lui, l'autisme, on n'en sait rien. Dans le silence un peu gêné qui suit cette déclaration émanant d'un psychologue clinicien spécialiste de l'autisme, internationalement reconnu, un tremblement intérieur me saisit, une résonance singulière.
Quelques semaines plus tard, je vais à la rencontre d'Howard Buten, sous les traits du clown Buffo, au théâtre du Ranelagh. Buffo, sur la scène, avance, visage crayeux, les yeux noirs agrandis de col, personnage de poésie pure, si profondément mélancolique, mais jamais sentimental. Buffo surgit du noir des coulisses, avec ses énormes chaussures et sa poule en plastique. Il est tellement épris de son violoncelle. Son instrument est muni d'une porte dans le dos. Buffo l'ouvre délicatement pour en faire naître un petit violon qu'il berce sur son cœur tendrement. Quel culot quand je pénètre dans sa loge. « Bonjour, je suis violoncelliste. Pourrait-on travailler ensemble ?» Il me fixe longtemps, très longtemps, de ses grands yeux tristes qui rient un peu sur le côté. Je vous écrirai. Mai 2012, Paris, EHPAD Corian, Jardin d'Alésia. La plupart des résidents dorment dans leur fauteuil. J'éteins la télé. Madame Olivier est une femme massive, aux pieds enflés et tordus. Elle est diagnostiquée schizophrène. Rien dans son attitude ne laisse présager le miracle à venir. Les résidents arrivent, telle une armée en déroute. Certains crient et s'insultent, d'autres sont mutiques. Madame Borivage entre royalement en fauteuil roulant, impeccablement coiffée, avec son chemisier fleuri et son pendentif en or, et son visage fermé à double tour. « Idiote, connasse, va !» crie-t-elle violemment à l'aide-soignante qui l'amène. « Mais qu'est-ce que je fous là, moi ? Moi, je voulais être chanteuse. Mais mes parents m'ont dit, puisque tu as de la voix, tu seras avocate. » C'est le prélude immuable à ses interprétations magistrales des airs les plus connus, qu'elle chante de sa voix splendide, puissante et veloutée, une véritable voix de cantatrice. Le cygne de Saint-Saëns se pose au milieu de la table. Madame Tisserand chevrotte au son du violoncelle et Madame Borivage aboie dans sa direction. « Ta gueule, toi! Mais ta gueule !» Madame Barthélemy chante déjà le cygne, les yeux au plafond. Madame Joly, un peu en retrait, la tête en arrière, bave abondamment. Et monsieur le maître sourit au-dedans de lui-même. Le cygne de Saint-Saëns prend son envol. Les mains des vieux démons tentent timidement de saisir les ailes du cygne. La danse naît dans un murmure exquis. L'espace entier prend à son tour son envol. Une force d'ébranlement soulève les corps, retourne les cœurs dans une lumière blonde. Le cygne atteint le bleu du ciel, quitte l'espace et disparaît à l'horizon. Un silence de printemps mauve suspend la pièce. Le cygne aux ailes de soie s'est fait joie. Pendant 45 minutes, 122 fois, durant 5 années, les cris cessent immanquablement la place au chant partagé.
La télé ne sera pas rallumée aujourd'hui. « 15 heures. Le public se presse pour notre spectacle « L'amour du ciel à la terre ». Le chant du violoncelle ouvre le bal, improbable. La voix puissante de Madame Beaurivage couvre bientôt celle du violoncelle et guide les autres voix, les chevrotantes, les bégayantes, les éraillées, les murmurantes, les silencieuses aussi. Le ciel est blanc de lumière. Les foulards de soie dessinent des orbes gracieux dans les airs. 8 grabataires dansent follement, sans bouger de leur fauteuil, roulant en vol des corps immobiles. Joie déferlante sur les visages creusés. Les soignantes dansent avec les résidents et on ne sait vraiment plus qui est devenu l'ange gardien de l'autre. Le public est saisi d'étonnement. Et puis, un fou rire saisit Madame Olivier. Le poème déraille, vire au cri, le chant de la chorale d'anges s'égare. Plus rien ne se passe comme prévu. Les artistes oublient tout, l'ordre du programme et les mots qui s'enfuient joyeusement en volutes transparentes. L'envolée lyrique de la cantatrice se brise net. Elle est contrariée. Le bouton de sa chemise n'est pas droit. Le public attend et s'impatiente. Madame Gazot fait sonner les cloches de manière soudainement virtuose, elle qui n'a jamais participé aux répétitions. Madame Beaurivage, comme rassérénée, oublie son bouton de travers, prend sa maraca en guise de micro et déploie à nouveau sa voix superbe, à plein poumon. Le concert-spectacle repart triomphalement. Monsieur le maître, bien mis, swing. Et Madame Barthélemy danse avec les mains Carmen de Bizet. Quant à Madame Rousseva, toujours placée en retrait lors des répétitions, elle est au centre du demi-cercle. Elle a été placée là par erreur. Elle est paralysée depuis 2 ans, mais son orteil gauche bat la mesure. Fleur rouge dans les cheveux, elle est la reine de notre spectacle. Octobre 1989, Moscou. Cinquante heures de train. J'ai traversé l'Europe et une partie de la Russie et c'est pleine de neige sans fin. Je parle à peine la langue. J'ai le cœur plein à éclater. Je vais réaliser mon rêve russe et rien d'autre n'a vraiment d'importance à mes yeux. Je viens étudier le violoncelle au conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Au foyer des étudiants, nous dormons en manteau. Les carreaux des fenêtres sont brisés. Oh, le froid de l'hiver russe. Les douches sont si crasseuses qu'on ne peut prendre le risque d'y entrer pieds nus. Le pommeau de la douche manque, volé par un précédent occupant. Un ami violoniste qui supporte mal la crasse du foyer prend chaque jour un taxi pour le conduire aux toilettes de l'ambassade de France.
Pendant 4 ans, je côtoie les plus grands professeurs russes. Ici planent les ombres des compositeurs Rachmaninov, Glinka, Balakirev, Rimsky-Korsakov et Shostakovich. Marina Tchaïkovskaya, élève du grand Rostropovitch, m'apprend à jouer du violoncelle. Elle vit dans le culte de son maître qui a fui en 1976 la Russie soviétique. Rostropovitch devient mon modèle, mon maître, mon Dieu sur la terre russe et partout dans l'univers. Je manque d'y laisser ma peau. Je me fiche bien des rats et des files d'attente dans les magasins. Je veux apprendre et progresser de toutes mes forces. Cette femme exerce sur ses élèves une véritable dictature. Elle me retourne de l'intérieur, me casse en morceaux. Pourtant, elle m'apprend. Je fais des progrès immenses. Je me plie à sa tyrannie, moi qui ai été élevé dans la douceur. Je la vénère, je l'idolâtre. Elle me sculpte et me brise à sa guise. La première année, je pleure sans cesse. Je deviens un peu folle. Au fond de moi pousse, telle une tige pointue qui me transperce la poitrine, ce sentiment dévastateur d'être moins que rien. Et je me sens presque prête à mourir pour n'avoir pas atteint mon idéal de perfection. Je comprendrai bien plus tard qu'on ne peut enseigner sans amour. J'ai 8 ans. Mes parents m'emmènent assister à un concert d'un ami violoncelliste. Le coup de foudre pour cet instrument est plus fracassant qu'un coup de tonnerre. Je le reconnais au premier son. C'est mon instrument pour toujours. Sur le chemin du retour, j'annonce à tue-tête « Je veux faire du violoncelle! Je veux faire du violoncelle !» J'ai 14 ans, mon premier concert à Saint-Germain-en-Laye. Je ne me souviens pas des traits de cette femme qui me salue à la fin du concert. Je revois la pâleur de son visage et le turban qu'il porte sur sa tête et la lumière dans ses yeux. Si vous aviez été médecin, vous m'auriez guéri, dit-elle. Je me souviens surtout de l'onde de choc que ces paroles provoquent en moi. Reconnaissance fulgurante d'une intuition fondatrice, vague, immergente, qui se coule lentement au fond de mon âme. La musique est chanson d'enfance. Elle permet l'ébranlement, la sensation de la fraîcheur et le retour au désir. Elle attend au bord des lèvres sèches quand tout est déserté. La chanson d'enfance est une voix aimante qui coule dans le sang. Elle allume le dernier accouchement de l'âme et recueille dans ses mains délicates, sans rien demander en retour, une vie tout entière.
Merci beaucoup, chère Claire, cher Jean-Marc, pour ce moment suspendu et l'expérience que vous tirez de ces échanges avec les patients, avec la voix de l'instrument, la voix humaine de l'instrument, ai-je entendu. C'est vraiment une expérience passionnante à partager. Un grand merci pour cette prouesse aussi musicale et de récitation et de lecture. Un immense merci à tous les deux. On a encore quelques minutes pour échanger avec Claire Opère et Jean-Marc Séguin, si vous le souhaitez, pour poser des questions ou simplement partager. Je vais leur laisser le micro et vous laisser la parole pour un dernier temps d'échange de cette journée. Parfois, le silence est d'or. Donc, laissons un peu de silence, mais sentez-vous libre si vous avez des questions ou des choses à partager, de les mettre dans ce silence. Peut-être, Claire, nous dire un mot sur la place des familles, la place des proches, la place des aidants dans ces temps thérapeutiques ou ces temps de relation que vous avez avec les patients. Dans les chambres d'hôpital, quand vous venez avec votre instrument, on comprend bien tout le bienfait pour les personnes en souffrance et pour les proches à côté. Qu'est-ce que dit votre expérience ? Mon expérience me dit que les familles, les aidants sont au cœur de ce travail. Ils sont toujours évidemment très bienvenus. Parfois, ce sont eux aussi qui ont peur, qui disent non, il dort, il a mal. Il y a beaucoup de défense et très très souvent, quand la musique quand même arrive à résonner, on entend des paroles de reconnaissance et dire que au début j'ai dit non, mais je ne savais pas. Ceci dit, il y a des refus, ça existe, il y en a à peu près 1 sur 10. Et c'est bien aussi qu'il y ait des refus, parce que la musique, parfois, est reçue à travers les portes. Moi, j'ai entendu votre violoncelle à travers la porte, et c'était bien comme ça. Ou bien je préfère l'entendre en mettant l'oreille, en fait, derrière une porte. Certains aidants, en fait, l'émotion, parfois, est trop grande. Et ils redoutent cette émotion et préfèrent s'éloigner, parfois physiquement. Mais ce sont souvent des fêtes. Ce sont vraiment des fêtes. Ça m'est arrivé de faire des séances de rap avec 11 jeunes avec leur portable et un jeune homme de 20 ans qui était dans son lit, et on a fait du Ornella la frappe. C'est un grand rappeur, je ne le savais pas, mais c'est lui qui me l'a appris. Et je suis devenue une spécialiste de Ornella la frappe. Voilà, donc les familles, bien sûr, sont toujours transformées. Et j'ai assisté souvent même à la remise en circulation de la parole à travers la musique. Parce que si la musique n'a pas de mots, elle a la capacité parfois d'ouvrir justement, de délivrer la parole. Et en particulier, j'ai beaucoup voyagé avec mon violoncelle, puisque je suis allée aussi dans des unités de soins palliatifs au Canada, mais aussi au Japon et en Israël.
Et finalement, voilà, toutes les demandes sont les mêmes, les larmes sont les mêmes, les rires sont les mêmes. Même si les musiques diffèrent, il y a une permanence extraordinaire quand même de l'expérience, à la fois de l'émotion de la musique et puis de la fin de vie et de la douleur. Je crois qu'ils ne souffrent aucune différence. Les différences sont une deuxième étape, mais voilà, mon expérience m'a montré que les familles également, les remises en circulation de la parole, ça m'est arrivé en particulier au Japon, où on a très peur de formuler l'arrivée de la mort, par exemple. Et dans une chambre, la patiente m'a demandé la chanson de son village. Alors au début, j'étais un peu inquiète, parce qu'évidemment, je ne la connaissais pas, la chanson de son village. Mais la psychologue qui m'accompagnait me l'a chantée, et j'ai fini par la jouer pour elle. Et à ce moment-là, sa maman lui a reparlé. Et je crois, c'était une jeune femme. Et voilà, parfois, quand voilà, la parole se remet en circulation, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque la musique, elle, n'a pas de mots, mais elle permet aux mots d'advenir parfois. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, peut-être que maintenant vous aurez plus le courage de me poser des questions. C'est pas une question, mais c'est une remarque. Effectivement, la musique dans des services de soins palliatifs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire pour les patients, c'est extraordinaire pour les proches, c'est extraordinaire aussi pour les soignants. On est aussi derrière la porte, et c'est des choses, effectivement, des vrais pansements aussi pour les soignants. Tout ce qui est artistique, enfin, pouvoir profiter également de ça au milieu de ces soins et de ces souffrances, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour nous aussi. Et c'est intéressant de voir à quel point ce n'est pas juste précieux dans l'émotion, qui est réelle et qui est partagée, mais c'est précieux aussi dans beaucoup d'autres dimensions du soin. Et je me suis penchée justement sur ce que disent les soignants, après avoir entendu la musique, après avoir fait aussi ces centaines de pansements Schubert, parce qu'on en a analysé 112, mais j'en ai fait beaucoup plus, sans forcément dans le cadre de l'étude clinique. Et même une thèse médicale a été faite sur l'impact du pansement Schubert, de ces séances sur les soignants. Et ce qui ressort, c'est extraordinaire, parce que c'est d'abord l'émotion qui ressort parfois à plusieurs années en arrière du pansement, certaines émotions qui font que 75% des soignants qui ont été interrogés dans ces interviews semi-dirigées, en fait, ont pleuré. Mais en disant que ce n'était pas du tout quelque chose qui les détournait ni de la qualité de leurs soins, mais au contraire, ça rendait leurs soins plus justes, disait-il, plus harmonieux. Ils se sentaient plus en communion avec le patient en tant qu'être humain, plus en relation juste avec les collègues. En résumé, c'était on s'engueule moins le jeudi, et également en meilleure relation avec les familles. Et les familles sont souvent les premières qui m'appellent dans le couloir, parfois même quand la personne vient de décéder, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, et ils voient quelqu'un qui pourrait jouer. Et ça m'est arrivé vraiment souvent d'être appelée par les familles pour aller jouer auprès de quelqu'un qui vient juste de partir. Et c'est quelque chose qui apporte un moment de paix que autre chose ne peut pas apporter. Voilà, ça m'est arrivé récemment avec une famille très très hystérique, très très en souffrance, qui secouait leur papa en lui demandant dis-nous que tu nous aimes. Mais le papa était déjà inconscient. Et en fait, quand je suis rentrée, il y avait 7 personnes dans la pièce. Il y en avait 3 qui le secouaient. Il y avait des cris, des pleurs. Et donc, j'ai entamé spontanément des chants hébraïques, Kol Nidra et toutes sortes de chants que je connaissais pour cette personne. D'abord, il y a eu une accalmie. Ils ont lâché leur papa. Mais surtout, ils ont remarqué ce que vous avez pu entendre dans la lecture et aussi dans ce que j'ai dit, que sa respiration se modifiait. Et en fait, ils lui ont dit, en fait, oui, il nous aime. Ce qui était une traduction intéressante de cette émotion qu'il ressentait, de voir que lui réagissait. Et alors, il ne me permettait plus de partir, parce qu'ils voyaient que quand je jouais, ils avaient l'impression que leur papa était encore vivant. Bien sûr, ce n'était pas moi qui le maintenais en vie, mais il y avait un signe dans sa respiration qui attestait de sa présence au monde et du fait que, comme dans
scène qui a été racontée, que finalement il y a quelque chose d'encore plus grand que les cris. Et je suis restée pareil 1 heure. J'ai joué j'ai un grand livre de chants hébraïques, 100 mélodies, je les ai toutes jouées. Et quand je suis sortie, le patient est décédé 2 minutes plus tard. Ce qui a été un grand, aussi pour les soignants, pour la famille, c'était un cadeau. Ils ont eu l'impression qu'il y avait quelque chose, un kairos en fait, c'est le moment juste, le moment opportun. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup quand on se rend attentif à ce qui est vécu. Bien sûr, on ne peut pas endosser ni l'émotion, ni la souffrance des personnes que l'on croise parfois une seule fois. Mais malgré tout, cet allègement est majeur et donne espoir qu'on peut non pas changer, parce qu'on ne peut pas changer, mais on peut un peu consoler. Oui, ça c'est sûr. J'avais une question. Comment, sur le moment, vous savez ce que vous allez jouer, ce qui est juste pour la personne quand elle n'est pas forcément en mesure d'exprimer ce qu'elle souhaite entendre ? Alors, justement, les familles sont précieuses dans ce cas-là. Voilà, il adore Adamo, c'est un spécialiste de Johnny. Quand les familles ne sont pas là, d'abord, j'ai quand même toujours des transmissions soignantes. Je m'entretiens avec soit des infirmières, des aides-soignantes ou des médecins. Et j'ai des transmissions sur chaque patient, donc avec quelques éléments, sa pathologie, son origine aussi, son histoire en quelques mots. Donc je sais effectivement si elle est bretonne ou bien si elle est séfarade. Voilà, ça m'oriente un peu dans mon choix de la musique. Le choix de la musique, c'est en fait l'expression de l'intimité la plus profonde. C'est quelque chose qui change, qui peut changer même au cours d'une seule séance. Et c'est pourquoi la musique enregistrée, tout en étant quelque chose qui est très valable, ne peut pas avoir cette même puissance d'adaptation, parce que parfois les personnes veulent se souvenir, donc demandent une chanson précise quand ils ne peuvent pas le parler. Le dire, ce sont la famille. Parfois, voilà, cette patiente bretonne, j'ai joué la chanson bretonne et elle a réagi alors qu'elle n'avait pas parlé. Maintenant, c'est aussi mon intuition. Parfois, je fais des improvisations. J'ai fait des pansements Schubert dans l'improvisation de musique chinoise. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une part d'expérience, une part d'intuition, une part de connaissance, et surtout, et c'est ça, je pense, le plus important, une part d'adaptabilité à ce qui vient et ce qui est. Voilà, et c'est ça peut-être la qualité la plus précieuse à développer et à essayer d'entendre. Ça m'est arrivé justement pour ce patient qui a tant pleuré de jouer une chose qui était exactement le morceau. Mais ça, c'était une sorte de hasard. On ne peut pas dire que je ne suis pas Madame Claude. Je ne sais pas, en fait. C'est mon intuition. Mais c'était exactement le morceau qui avait été le prélude de leur rencontre avec son épouse. Parfois, ça m'est arrivé de jouer en Israël. J'avais joué à la fois des chansons juives et des chansons arabes. Et j'avais eu des patients qui avaient chanté ensemble. Voilà, c'est peut-être un peu naïf, mais c'était quand même la réalité de ce qui avait été vécu à travers la musique. Donc, voilà, je pense que j'ai répondu. C'est à chaque fois que je pousse une porte, quelque chose de nouveau m'attend. Et donc, je ne sais pas. Parfois, c'est vraiment de la variété. Parfois, je ne sais pas. Parfois, ce sont des commandes. S'il vous plaît, la semaine prochaine, je vais essayer de vivre jusqu'à lundi prochain. J'aimerais tellement entendre ça. Voilà. Donc c'est une projection, c'est un projet, et donc c'est une vie déjà qui s'éprouve. Merci. Merci en tout cas. Je pense que s'il n'y a pas beaucoup de questions, c'est que c'était tellement beau ce qu'on a entendu qu'on a un peu peur de
briser cette Mais magie. ça me va très bien. Voilà. Mais je vais quand même vous poser une question. Alors, ça n'a pas directement à voir avec cette expérience-là, mais je voulais que vous nous expliquiez, vous avez, ce qui a été dit, c'est que vous avez eu cette expérience en Russie d'un professeur de musique très cassant. Et puis, j'étais surprise de la dernière phrase qui était « On ne peut pas enseigner sans amour ». Et je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire par là. Voilà, est-ce que vous pouviez Oui, bien m'expliquer, sûr. s'il vous plaît? Donc, dans mon livre, donc, Le pansement Schubert, je raconte finalement tous les chemins qui m'ont menée à être dans cette posture de musicienne soignante. Et mes études au Conservatoire de Moscou, qui ont été à la fois le socle de tout ce que j'ai appris vraiment, mais en même temps, c'était une expérience qui était extrêmement difficile, pas à cause des conditions matérielles, mais à cause de la dureté, de la tyrannie, je dirais, parce que un peu cassant, c'était léger pour caractériser ce professeur. Et je me suis rendu compte au cours de toutes ces années que j'ai passées au Conservatoire de Moscou, que dans son fonctionnement, avec la connaissance extraordinaire qu'elle avait de l'instrument, du violoncelle, eh bien, il y avait une limite qui était atteinte assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an ou 2, après des progrès fabuleux qu'elle arrivait à faire avec tous ses élèves, eh bien, les progrès s'arrêtaient parce qu'il y avait trop de souffrance en elle, donc trop de haine, ou trop, en tout cas, d'humiliation infligée à chacun. C'était une méthode très soviétique, c'est tristement d'actualité, mais cette façon tyrannique, sans empathie, c'est quelque chose qui existait et qui côtoyait parfois d'autres professeurs qui étaient des personnes extraordinaires et qui avaient une humanité dans leur enseignement. Donc oui, au bout d'un moment, quand on enseigne comme ça, eh bien, les progrès de ceux à qui on transmet des choses qui sont précieuses, qui sont vraies, qui sont construites, qui sont géniales, eh bien, s'arrêtent. Voilà, c'était ça mon expérience. Et moi, j'enseigne avec beaucoup de bonheur depuis beaucoup d'années. Et je sais bien évidemment, je n'enseigne pas comme ça, mais j'ai eu la chance, et je lui en suis reconnaissante, d'avoir toutes les informations, un maximum d'informations pour être capable de bien enseigner, mais avec un mouvement intérieur qui est complètement différent. Voilà, c'est ça que j'ai appris, mais en fait, je le savais déjà. Merci Claire. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot, parce que je pense que c'est important aussi, sur l'impact que le pansement Schubert, à travers tout ton travail et aussi à travers le livre, a au-delà de ce qui s'est joué dans la chambre, devant les patients. Il me semble qu'il y a quelque chose qui s'est initié d'une lame qui se déploie parce qu'elle a quelque chose à dire au-delà de la souffrance seule, d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait étonnant, comme finalement ce livre qui raconte quelque chose d'assez incongru, un violoncelle dans une chambre d'hôpital, eh bien, a fait son chemin. Et je pense que c'est parce que simplement c'est un regard et qu'il y a une soif de changer le regard. Alors je sais qu'il y a beaucoup, les médecins souvent disent que les institutions hospitalières ne contribuent pas beaucoup à encourager, mais je pense que changer les regards, et c'est ce que quelque part à sa mesure le pansement Schubert a fait, en ayant finalement atteint beaucoup plus de monde qu'il n'était même imaginable au départ, parce que ça a touché à la fois nous tous, puisque nous tous, voilà, c'est le fameux la mort à la troisième, à la deuxième et à la première personne de Yankelevitch. La mort se conjugue aux 3 premières personnes du singulier. Le on meurt de la radio, et puis le tu meurs du proche, et puis le je meurs. Et finalement, je pense que le je meurs, cette angoisse de mort, et aussi cette conscience de la finitude et du coup du prix infini de chaque instant de la vie, c'est quelque chose qui parle dans ce livre et qui atteint tout le monde et qui fait pressentir, même si on ne connaît pas la musique, même si on ne connaît pas même le monde hospitalier,
finalement qui fait écho en nous tous, puisque c'est notre expérience humaine fondamentale. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est universel, mais comme beaucoup de choses, mais par une conjoncture entre un livre et une démarche, et aussi quelque chose d'artistique qu'on peut montrer, où on peut faire éprouver, parce que c'est bien de parler, mais je pense que quand le violoncelle chante, on ressent aussi des choses que seule la poésie, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de poèmes dans mon livre, seule la poésie, me semble-t-il, est en mesure de dire ce qui se passe maintenant et ce qui nous attend tous ou ce qui a été avant. C'est un regard poétique. Merci. Merci beaucoup, Claire. Merci pour votre belle écoute, c'est magnifique. Merci, Jean-Marc. Merci pour ce très beau moment passé avec vous. Ce matin, Boris Cyrulnik tentait de définir le répit comme la possibilité de lutter contre l'usure de l'âme et de retrouver le rythme vital. Peut-être au fond, la musique est-elle un répit? Je crois que c'est ce que vous avez montré ce soir. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on vous applaudisse une dernière fois et qu'on vous remercie infiniment pour votre présence. Merci. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 9h pour la suite de nos travaux. Très bonne soirée.